Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touch, yeah. Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode hors série de C'est qui en pôle, consacré au Tourist Trophy ou Titi pour les intimes. Je suis Nicolas, j'ai le plaisir d'hoster pour la première fois, et ce soir, je suis accompagné de Gweno. Comment ça va, Gweno ? Ça va super, toi? Ça va, merci, très bien. Et je suis aussi accompagné d'Automne, à qui je vais laisser la parole avec plaisir. Salut, moi aussi ça va nickel. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une course qui est un peu d'un autre temps et elle continue d'avoir lieu malgré tout, de fin mai à début juin. C'est une épreuve qui résiste au changement d'époque et c'est le Tourist Trophy sur l'île de Man. L'île de Man, c'est un caillou qui est isolé au beau milieu de la mer l'Irlande, entre l'Angleterre et Suspense, l'Irlande. C'est une île qui est à peine plus grande qu'Andorre et en fait, techniquement, c'est une dépendance de la couronne britannique. Donc ça fait pas partie du Royaume-Uni et du coup elle peut fixer ses propres règles sur son territoire. On verra par la suite que ça a vraiment son importance. En tout cas, chaque année, il y a 85 000 habitants qui voient débarquer 43 000 spectateurs passionnés de moto et de course sur route. Ça fait à peu près la moitié de la population en plus. Et c'est un moment suspendu avec des motos qui passent à plus de 200 km/h de moyenne à travers les villages, sur des routes de tous les jours qui sont juste fermées à la circulation. Bref, c'est quelque chose d'unique, incomparable et littéralement extraordinaire. Du coup, on va faire de notre mieux pour vous le présenter aujourd'hui. Ouais, donc effectivement, le Tourist Trophy, course légendaire et respectée par tous les motards. Donc pour présenter un petit peu cette épreuve mythique, tu l'as dit, Automne, c'est des routes qui sont fermées pour l'occasion, mais ce sont des routes que n'importe qui peut prendre et circuler dessus. C'est une des plus vieilles courses, si ce n'est la plus vieille course moto encore en activité, puisqu'elle a été créée en 1907. Elle est évidemment en dehors du calendrier MotoGP, puisqu'on imagine quand même assez mal Marc Marquez ou Johan Zarco par exemple rouler sur circuit, mais elle a accueilli les Grands Prix entre 1949 et 1976. C'est bien sûr la référence absolue du road racing, des courses sur route, avec le circuit donc de Mountain Course. C'est un circuit qui fait 60 km, 73 miles, et avec 219 virages, avec des points d'orgue, hein, bien sûr, sur circuit, avec le saut de Ballot Bridge, passage dans Bray Hills, toute la partie donc montagne où on sort de l'agglomération, on a l'impression d'être en plein milieu du Cantal, sur des routes extraordinaires. Des villages qui sont traversés à pleine vitesse avec les habitants qui reçoivent leurs amis ou qui louent leur jardin, avec des spectateurs, des motos qui passent à plus de 200 à ras les smartphones en train d'enregistrer, et avec donc justement une vitesse moyenne au tour qui tutoie les 220 km/h, parce que nous sommes à 219,4 km/h, et avec une pointe à 330 km/h. Sur ce tracé, il y a plusieurs catégories qui sont représentées. Le senior TT avec des motos de superbike, on reviendra sur les catégories après. Le super sport, le super twin et le sidecar. Pour le fonctionnement, le TT de l'île de Man se déroule sur 2 semaines. La première est dédiée uniquement aux qualifications et aux essais, où plusieurs catégories roulent ensemble afin de permettre notamment aux rookies d'apprendre le tracé du montée de course, même si ils ont déjà une semaine de préparation entre petits canards. Pour être qualifié, un pilote doit rester dans un certain pourcentage du meilleur temps de sa catégorie. En fait, les courses, elles ont lieu ensuite la 2e semaine et c'est pas des courses comme on a l'habitude d'en voir, ou en tout cas plus tellement. C'est des courses sous forme de contre-la-montre avec des départs toutes les 10 secondes. Donc toutes les 10 secondes, il y a une personne à l'arche de départ qui tape sur l'épaule du pilote et il peut s'élancer sur le circuit. Le but, c'est simplement de réaliser le meilleur temps total. Et du coup, ils se battent entre eux, mais ils se battent surtout contre eux-mêmes. Dans certaines épreuves, il y a un nombre de tours plus élevé et du coup, il y a besoin de s'arrêter au stand pour faire un ravitaillement, voire un changement de pneus. Et puis, la course la plus mythique, c'est le Senior TT.
C'est l'épreuve reine du meeting. On y autorise, différents types de machines, souvent les plus poussées, les prototypes les plus élaborés et c'est la course qui conclut l'événement. C'est la course, la plus, recherchée. Le TT, c'est aussi malheureusement connu comme, la course la plus dangereuse du monde et du coup, on pense aux pilotes qui sont décédés récemment, notamment, Dan Ingham qui nous a quittés le 28 mai dernier. C'est malgré tout le rendez-vous de course sur route. Donc c'est la course la plus dangereuse, mais c'est aussi la course la plus prestigieuse, celle dont tous les pilotes, fans de course sur route rêvent et c'est un vrai monument, quoi. Ouais, tu l'as dit, un monument et avec une histoire aussi longue qui s'étend sur plus de 100 ans. Il y a des choses, il y a des choses à raconter, sur l'origine, par exemple. Ouais, en fait, donc on vous avait dit que l'île de Man, ça appartient pas exactement au Royaume-Uni, c'est une dépendance de la couronne britannique et donc quand, l'Angleterre a interdit les courses sur route, au tournant des années, 1800-1900, tout le monde, s'est tourné vers l'île de Man parce que c'était un petit territoire où ils pouvaient fixer leurs propres règles et donc ils ont accueilli toutes les personnes qui voulaient faire des courses sur leur route. Il n'y a pas de limite de vitesse en dehors des agglomérations. Les premières éditions, elles ont lieu au début des années 1900 et puis au fil du temps, ça évolue avec, les changements et les progrès des motos. Ouais, avec, effectivement, tu l'as dit, ça a suivi. On était sur des routes presque de terre battue et de gravier, et des motos avec des bicylindres poussifs de, 13 ou 15 chevaux. Maintenant, ça a bien évolué avec, pas mal de catégories et de spécificités pour les novices. Gwenno, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, bien sûr. Alors, pour les amoureux du World Superbike, on va retrouver des catégories qu'on connaît bien comme la catégorie Superbike ou la catégorie Supersport et même plus récemment la catégorie Sportbike qui vient d'arriver en Superbike et qui vient d'arriver sur le TT, qui cette année est un petit peu bâtarde parce qu'elle se partage la place avec le Super Twin. Donc en fait, c'est des petites cylindrées de 700 cm3. On verra aussi le Super Stock qui ressemble à ce qu'on retrouve en endurance avec des motos très proches de la série avec le moins de modifications possible. Et pour la dernière catégorie, je vais laisser Automne faire une petite présentation du sidecar. Ouais, les sidecars, donc je pense que vous voyez à peu près tous ce que c'est, même si la référence date, des Aristochats. Heu, c'est donc une moto avec, un panier et une roue à côté. Le sidecar, c'est la seule épreuve du Tourist Trophy où les pilotes sont, un pilote et un passager, donc à 2. Et au départ, c'était une épreuve qui était aussi aux championnats du monde moto avec les grands prix, qui était presque aussi bien considérée que les catégories qu'on connaît maintenant, donc 500, 250 et cetera et qui a disparu petit à petit mais au Tourist Trophy, elle fait de la résistance et le Tourist Trophy, en fait, c'est un peu le graal pour le sidecar parce que c'est le dernier endroit où les sidecars sont vraiment, très bien vus et respectés et considérés comme une discipline à part entière de sport mécanique moto. Voilà, et bien évidemment, tout le monde ne peut pas se pointer comme ça sur l'île avec sa moto pour faire des tours. Pour participer, les pilotes sont obligés d'obtenir une qualification via d'autres courses, notamment l'Ulster GP ou le Manx GP, qui se déroule en amont du Tourist Trophy et sur lequel les pilotes doivent, participer à la semaine de course, rouler avec des Marshall et faire des temps mini pour pouvoir participer. Et depuis 2026, on ne peut plus, commencer, sur la catégorie qu'on veut. On est obligé de passer par les petites catégories, à savoir le Super Twin ou le Super Sport. Voilà. Pour récapituler, on aura le Superbike, le Super Sport, le Super Stock, le Super Twin et le Sidecar. Merci pour cette clarification qui peut paraître nécessaire. Effectivement, c'est bien de rappeler qu'on n'arrive pas comme ça, hein, on n'arrive pas comme ça en touriste, OTT. C'est une course qui doit se respecter et qui se mérite et comme pour toute course, de ce calibre, il y a forcément des grands noms, des légendes qui se sont forgées, au fil des éditions. On est bien obligé de parler de la famille Dunlop, puisque c'est l'éléphant dans la pièce, évidemment. Nom mythique, qui n'a rien à voir avec la marque de pneus d'ailleurs, mais nom mythique, du Tourist Trophy, à commencer par Joey Dunlop, donc qui est une légende du Tourist Trophy, la légende peut-être du Tourist Trophy.
qui a même une statue à son honneur dans la montagne, sur sa Honda VTR. Joey Dunlop, c'est 102 départs entre 1977 et 2000. Dans cet intervalle-là, il y a 26 victoires, 41 podiums. Il est malheureusement décédé à 48 ans, quelques jours après sa dernière victoire au TT, sur une course sur route, évidemment, mais qui était en Estonie. Il a longtemps eu le record absolu de victoires, qui a été battu par nul autre que son neveu, Michael, qu'on a d'ailleurs déjà vu aux 24 heures du Mans, au moins 2 reprises si je ne me trompe pas. Donc Michael Dunlop, qui a 37 ans maintenant, c'est l'héritier de cette dynastie, puisque donc c'est le neveu de Joe, mais c'est aussi le fils de Robert, qui lui aussi a eu plusieurs victoires au TT, et lui aussi est décédé en course. Donc c'est actuellement Michael le recordman du nombre de victoires, puisqu'il en a 33. Et la particularité, alors c'est évidemment pas le seul, mais la particularité qu'on trouve uniquement au Tourist Trophy, c'est qu'il court sur 3 machines différentes, afin d'être le meilleur, d'avoir le meilleur matériel selon les catégories dans lesquelles il s'aligne, et d'être toujours en mesure de se battre, de se battre pour la victoire. Donc les Dunlop, c'est une dynastie du Tourist Trophy qui est aussi glorieuse que tragique. Il y a un amour pour cette course-là qui traverse les drames et les tragédies qu'a pu connaître cette famille-là. Et c'est assez fou et assez dingue, et ça illustre bien la passion que peut déclencher cette course. Merci Nico pour la présentation de ces grands noms. On continue tout de suite avec John McInnes, qui peut être assez connu, notamment pour nos amis nantais, parce que c'est là où est le village moto, c'est la place John McGuinness. Pour les Anglais très nombreux qui nous écoutent, je pense, on le connaît aussi par son surnom Mark Camp Missile. C'est un pilote qui est là depuis des années, c'est un vétéran très très respecté. Il a 23 victoires depuis 99 et sa dernière date de 2015 avec 47 podiums, plus de 100 départs. C'est le troisième plus gros palmarès après les Dunlop, pardon. C'est un peu le symbole du TT moderne. C'est un ancien maçon avec un physique. Il doit faire 2 têtes de plus qu'un pilote de GP, carré comme une armoire. C'est vraiment pas ce qu'on imagine aujourd'hui quand on pense pilote de moto, mais ça fait partie des grands noms, et c'est encore un pilote très très rapide. Il a fait encore un podium au Northwest 200 cette année, donc il a encore toutes ses chances. Ouais, dans les autres pilotes de légende, il y a forcément des noms qui nous sont un petit peu plus familiers avec les grands prix, à savoir Giacomo Agostini et Michael Wood. On on a expliqué, hein, que le TT faisait partie du calendrier des grands prix pendant, des dizaines d'années. Heu, Giacomo Agostini, il a eu 10 victoires au Tourist Trophy, mais ensuite il a poussé pour que les grands prix arrêtent d'aller au Tourist Trophy parce qu'il trouvait ça trop dangereux. Et c'est suite à son action, en fait, que c'est sorti du calendrier. Michael Wood, lui, il est co-recordman du nombre de victoires en catégorie reine avec John McGuinness. Ils en ont 7 chaque. Et Wood, c'est un héros des années 60, une époque où il y a eu l'arrivée des Japonais en compétition et surtout de Honda. Il a signé un retour assez mémorable en 78 avec Ducati, heu, après 11 ans sans être venu sur le Tourist Trophy, et puis un petit détour par la Formule 1, et il a réussi à gagner la catégorie reine en 38 ans. Ça rappelle un peu le parcours de Joey Dunlop dont tu avais parlé, Nicolas. On peut aussi continuer avec Bruce Anstey, qui est une légende. C'est le pilote non britannique le plus victorieux de l'épreuve. Il est néo-zélandais et il compte 12 victoires à son palmarès. Et puis ensuite une autre star, Guy Martin, qui est un peu l'éternel second pour ceux qui ont les références de Cars. 0 victoire. Il tombe en pleine époque de John McGuinness, mais c'est quand même un pilote très 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 charismatique, un petit peu fou, un petit peu barré. D'habitude, son taf, c'est mécanicien poids lourd. Et puis il a un style assez caractéristique, un vrai franc-parler. C'est très difficile de comprendre ce qu'il raconte avec son accent. Ouais. Et il a roulé surtout sur une GSX-R et une BMW, mais il a aussi roulé en super sport sur une Triumph. Bref, c'était un des chouchous du public. Ouais, Guy Martin, qui était très copain avec Valentino Rossi, qui a fait le Pax Peak aussi avec une GSX-R en 100, montée en turbo, qu'il avait lui-même préparé dans son garage. C'est ce genre de personnage aussi que draine le Titi, et toujours ce mélange aussi, de
de gloire et de drame aussi qui fascine cette course, qui fascine les spectateurs. Et alors les Français, il y en a des Français au TT. Alors il y a pas mal de participation, mais jusqu'à récemment, jamais réellement dans les favoris et dans ceux qui se battent pour la victoire. On pense bien sûr au Chevalier, à Serge Nuc, dans les années 2000 avec sa Yamaha R1. Bien sûr Fabrice Miguet un petit peu avant, qui a beaucoup poussé justement, qui a aidé des Français dont Serge Nuc, Julien Tonuti à s'engager, sur cette course-là, à appréhender cette course-là qui nous a malheureusement quittés en 2018 à l'Ulster Grand Prix. On l'a cité Julien Tonuti, qu'on salue, qui a couru là-bas, surtout dans les années 2010, qui a même eu l'honneur, d'être dans le jeu vidéo de l'épreuve avec ses sponsors, sa moto, c'est le 1er Français à connaître ça. Aujourd'hui, nos meilleurs espoirs sont avec, Pierre-Yves Bihan puisque, alors on avait déjà eu des Français qui avaient fait des podiums au Tourist Trophy en catégorie 7 car, mais en 2 roues, ce n'était jamais arrivé et Pierre-Yves Bihan a été le premier à donc faire un podium au TT en catégorie Super Twin. On parlera de lui, pardon, un petit peu plus tard, mais il y a de beaux espoirs avec Pierre-Yves, pour ramener de jolis résultats de l'île de Man. Ouais, maintenant, je pense qu'on peut un petit peu se concentrer sur, vraiment la situation actuelle, le paysage, de cette année au Tourist Trophy, à commencer par les pilotes, donc les favoris de cette édition. Il y a Michael Dunlop dont tu as parlé, Nicolas. Mmh. Il y a aussi Peter Hickman, Dean Harrison, Ian Hutchinson, Jamie Coward. Donc c'est des pilotes, britanniques. Peter Hickman, il a fait quelques courses en BSB, Dean Harrison aussi. Voilà, c'est des pilotes qui s'entraînent, le reste de l'année sur des circuits fermés, mais leur activité principale, ça reste, les courses sur route. Du côté des pilotes français, donc comme tu l'as dit, Nicolas, Pierre-Yves Bihan, 29 ans, il vient de l'Ain et il a un parcours assez classique du road racing. Donc il roule dans l'équipe de Peter Hickman qui est une des figures du TT et son équipe, c'est une des meilleures du plateau. Il avait commencé par des courses de côte et d'ailleurs, si vous regardez son casque, il y a le maillot à pois rouge parce qu'il a été champion de France de la montagne. Le Mmh. reste des pilotes français, on les trouve dans la catégorie sidecar avec, Emmanuelle Clément qui est passagère de Todd Ellis et ils ont été champions du monde, sidecar, sur circuit fermé. Il y a Mélanie Farnier qui est avec Tim Reeves et puis ensuite, Anaïs Rosset avec Eric Lenser. Malheureusement, on le verra juste après, mais les sidecars, on va pas les voir, rouler beaucoup, cette édition-là. Et enfin, pour, parler de rookies, je pense qu'on peut vous recommander de suivre un certain Gary McCoy. C'est un nom qui nous est, assez familier, mais celui-ci vient d'Irlande du Nord et contrairement à son illustre homonyme, australien, il n'a que 30 ans et il arrive enfin au Tourist Trophy après avoir fait ses armes dans plein d'autres courses. Il était censé, faire ses débuts au Tourist Trophy avant, mais il a eu des blessures qui ont retardé ça. Bref, on va le suivre, je pense qu'il peut faire des belles performances. On souhaite bonne chance à ce Gary McCoy en espérant pour lui qu'il, fasse un petit peu moins de glisse, puisque l'erreur, n'est pas permis, au Titi, qu'il fasse un petit peu moins de glisse, que son illustre homonyme. Pour, celles et ceux qui ne voient pas de quoi je parle, je vous conseille d'aller sur YouTube et de taper, Gary McCoy slide, je pense que ça vous illustrera très bien ce que c'était. Gwenno, est-ce que tu peux nous faire un point peut-être sur les machines et les constructeurs qui sont présents au Tourist Trophy? Bien sûr, avec plaisir. Déjà, on va commencer par un petit peu la star de ces dernières années, c'est BMW, qui est en Superbike devenue la référence avec sa M1000 RR et aussi avec un investissement assez conséquent de la part de BMW directement. D'ailleurs, ils ont sorti cette année pour l'occasion une BMW édition Tourist Trophy, qui est très jolie, je vous invite à regarder. Et on retrouve bien sûr après les 4 irréductibles japonais, Honda, Yamaha, Kawasaki et Suzuki. On retrouve aussi Ducati qui fait son retour après quelques années d'absence et pas n'importe quel retour parce qu'il roule en super sport avec Dunlop qui roule sur la V2 de Huertas et avec lequel il s'est particulièrement illustré l'année dernière.
On retrouve aussi Aprilia, Triumph et Patton. Patton, c'est une marque italienne qui est assez ancienne quand même parce que dans l'autre épreuve du Tourist Trophy qui se tient sur l'île de Man, le Classic TT avec des machines plus vieilles, John McGuinness roule avec une Patton et ils sont revenus, ils ont créé une moto vraiment sur mesure pour l'île de Man et pour la catégorie Super Twin qui va bientôt disparaître. C'est un moteur de Kawasaki ER6 qui était beaucoup utilisé, un bicylindre. C'est pour ça que ça s'appelle Super Twin par beaucoup de motos. Mais là, ils ont vraiment fait une préparation qui a servi de référence pour tous les pilotes, avec un châssis très travaillé, une préparation suspension, carénage aux petits oignons. C'est comme les catégories petites cylindrées en Grand Prix. En fait, c'est beaucoup de vitesse de passage, de position aéro à maintenir tout du long de la course. Et au niveau des vitesses et des rapports à passer, c'est très différent même en ce qui concerne les trajectoires. Et puis du coup, faut en profiter parce que c'est la dernière année où on va pouvoir voir des bâtons sur la piste. L'année prochaine, ce sera vraiment les sport bikes comme on les connaît en championnat World SBK, avec des motos qui seront moins onéreuses, plus faciles d'accès aussi pour les débutants. Peut-être un petit mot aussi sur Honda, qui est le recordman absolu du nombre de victoires en mélangeant les catégories. On est à 200 victoires au total, et puis il y a surtout eu de grandes périodes de domination. On a parlé de Dale Wood dans les années 60, dans les années 80, 90, avec la famille Dunlop, les RC30, les RC45, les VTR, avec la CBR 1000, avec notre ami McGuinness. Alors la marque est un petit peu en retrait, mais pour les Japonais et notamment pour Honda, le TT, ça a vraiment été fondateur de leur arrivée en Europe et de leur prise de crédibilité. Donc c'est aussi le rôle de cette course-là dans l'histoire et dans l'histoire de la moto de façon générale. Est-ce qu'on peut peut-être, Gwenno, un mot sur la Northwest 200, parce que tu peux nous présenter un petit peu cette épreuve qui est aussi mythique. Alors la Northwest 200, c'était on va dire la deuxième plus grosse course de course sur route. En tout cas, là, en termes de spectateurs et de rayonnement. Elle se déroule au nord de l'Irlande du Nord, un petit peu au nord de Belfast. Et en fait, c'est pas vraiment une course de préparation, mais c'est une course dans laquelle, comme c'est la plus grosse course avant le TT, c'est une course sur laquelle, en tant que spectateur, on peut regarder pour voir un peu les formes de chacun, quelle est la dynamique, même si évidemment ça prend avec des pincettes parce qu'une course fait pas l'autre et c'est des contextes assez différents. Ça permet aussi de voir quel pilote va rouler sur quelle moto, ce qui est toujours un peu une surprise parce que contrairement au MotoGP, même si certains pilotes sont assez fidèles, d'autres ont tendance à changer d'une année sur l'autre, voire même d'une course sur l'autre. Donc c'est toujours un peu le moment sympa, c'est un peu la rentrée des courses sur route, quoi, on va dire, même s'il y a d'autres courses avant, mais elles sont beaucoup plus confidentielles. Effectivement, voilà, il y a beaucoup d'autres courses en dehors du TT, mais la Northwest, c'est un peu un passage obligé quand on veut se confronter au Tourist Trophy. Alors c'est vrai que maintenant, c'est également aussi il y a un peu de visions qui s'opposent, et on peut en débattre entre peut-être une vision voilà, de patrimoine, d'authenticité, un des derniers sports mécaniques bruts, puisque voilà, effectivement chez Seki en pôle, on est plus habitué à parler de air fence, de taille de gravier, de dégagement, etc. Là, on n'est pas du tout là-dessus, puisque il n'y a pas de droit à l'erreur. Et c'est finalement le dernier morceau de sport méca qu'on peut voir comme ça. Il y a aussi une autre vision de se dire, mais justement, dans le monde qu'on connaît, où on a tristement, malheureusement, un mort à chaque édition, même si en 2025, en 2024, il n'y en avait pas eu, mais malheureusement cette année, on a connu ça. Donc des dangers excessifs, un peu un débat éthique, un côté pour certains vont décrire ça un peu comme un jeu du cirque où on attend de voir quel pilote va tomber pour la dernière fois. Vous, Auton, Gwenno, comment vous en êtes par rapport à ça? Alors c'est pas simple, hein, je vous balance un peu dans la fosse au lion, mais
comment vous, quelle vision vous avez, de cette course-là? En fait, le problème, c'est que déjà, pour les gens qui connaissent pas, si on aime un peu la moto et même encore si on traîne un peu sur internet, on a tous vu des vidéos, un peu choc, pas forcément des accidents, hein, mais quand ils sautent les bosses ou quand des on-board et cetera et mis en parallèle à ça, on parle beaucoup des morts. Les gens ont, c'est vrai, une image assez, presque cruelle du TT où on regarde des motards, s'envoyer en l'air. Je pense que comme tous les spectateurs, on espère sincèrement que chaque course, chaque année, il y aura pas de morts et si possible pas de blessés et comme tu disais, les 2 dernières années nous avaient habitués à ça et c'était assez agréable de pouvoir, finir la semaine sans se dire qu'on avait perdu tel ou tel pilote. Après malheureusement, ça fait partie du jeu, c'est compliqué à éviter. On sait que le TT fait tout enfin l'organisation fait tout pour pouvoir, se prémunir de ce genre d'accident. D'ailleurs cette année, ils ont arrêté, enfin ils ont stoppé les courses de sidecar parce qu'ils trouvaient ça trop dangereux après 2 gros accidents. Donc je pense qu'effectivement c'est une course dangereuse, mais aujourd'hui, ils font tout ce qu'ils peuvent pour l'accident fatal n'arrive pas, quoi. Ouais, c'est un sujet, assez épineux parce que c'est vrai que c'est une course qui est hors du temps. Ça n'a aucun sens aujourd'hui d'avoir, des motos qui vont à 300 kilomètres/heure entre les trottoirs, les lampadaires et les murets du jardin de telle ou telle personne. Mais c'est aussi, un souvenir du passé, quelque chose qui est arrivé jusqu'à nous et qu'il faut pouvoir faire perdurer. C'est un des derniers espaces de liberté absolue si on peut le dire comme ça. Alors, c'est violent, c'est triste, il y a plein de choses qui peuvent mal se passer, comme dans les courses, moto des années 60-70, mais ils ont fait énormément de progrès quand même, sur, la protection, les spectateurs sont au bord de la route, c'est sûr, mais et de toute manière à ces vitesses-là, un impact contre, un muret, contre une maison, pardonne pas. Par contre, que ce soit dans l'équipement des pilotes, que ce soit dans la préparation des machines, les contrôles techniques qui sont vraiment, draconiens, heu, ou le fait d'avoir à chaque fois des médecins qui sont formés et j'en profite pour tirer mon chapeau en fait aux marshals qui sont des médecins et des infirmiers qui sont à moto avec, tout leur matériel dans, une sacoche et qui sont sur le bord du circuit et qui, se mettent en selle et interviennent directement quand il y a besoin pour arriver sur place beaucoup plus vite qu'une ambulance où il faudrait, d'abord réussir à fermer le circuit, arrêter la course pour pouvoir faire rentrer l'ambulance sur la piste. Donc, il y a tout un système qui est en place. Je pense que ça va pas dans le bon sens avec la médiatisation à outrance et la médiatisation surtout des mauvais côtés et des accidents et de tout ce qui est un peu, morbide. J'espère que ça pourra, encore résister longtemps, mais on verra. En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose à part et depuis que c'est de plus en plus, diffusé, on voit qu'il y a un public pour ça malgré tout parce que il y a 20 ans, il y avait environ, 30 000 personnes qui venaient, assister aux courses sur l'île et aujourd'hui, c'est environ 45 000 donc c'est quand même pas négligeable. Et Ah, c effectivement, tu fais bien de le souligner, c'est une épreuve qui est pleine de paradoxes, avec, autant de bons que de mauvais côtés et effectivement, il y a une fréquentation qui ne fait qu'augmenter pour donner un ordre d'idée, si quelqu'un, si jamais parmi nos auditeurs et auditrices, quelqu'un s'est dit: «Bah, allez, j'y vais, je vais voir». Non, hein, oubliez, puisque pour cette année, tout est complet et si vous voulez vous organiser, y aller par exemple, imaginons faire un road trip à moto et cetera. Oubliez pour 2027 aussi puisqu'il faut s'y prendre 2 ans à l'avance, tellement la course a de succès. Donc voilà, même pour y aller quand on est français, c'est toute une épreuve. En tout cas, Gwenno, Automne, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, les amis? J'espère qu'il y a une Triomphe qui va finir sur le podium, ce serait super. C'est tout ce que je demande.
Et ben, on souhaite, on pense à Pierre-Yves Billon justement Ouais, qui ce serait roule, bien, hein. sur une Triumph. On aimerait voir ça, surtout qu'il a une saison dernière un petit peu compliquée, donc on lui souhaite tout le succès, possible. Tout à On fait. vous remercie, pour votre écoute sur, cet épisode. Si vous voulez en savoir plus sur le Tourist Trophy, on vous invite à aller, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur YouTube. Eh bien écoutez, les amis, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Pour suivre la course et les épreuves, alors en France, c'est pas forcément évident. Le meilleur moyen, c'est d'avoir un pass, évidemment payant bien sûr, avec la plateforme TT+, un peu comme la plateforme du MotoGP ou de la Formule 1, où vous avez, diffusé en streaming, les directs, les caméras hélico, le live timing, les onboards, toutes les courses, les qualifs, la totale. On est en moyenne à entre 20 et 25 € l'année pour le Live Pass. Donc en France, il y avait une diffusion sur, Automoto, mais ce n'est plus le cas. Mais après les réseaux sociaux du Tourist Trophy sont assez bien pourvus en termes de contenu, puisque vous pouvez retrouver pas mal de highlights, de best-of et de on-board sur, la page YouTube, les moments forts aussi sur la page Instagram, donc on vous invite à vous tourner vers ces plateformes. Automne, Gwenno, c'était un plaisir pour cet épisode. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bah, on a fait le tour de l'île. C'est ça, Ouais, exactement. Ouais, 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 tout à écoute, fait. merci beaucoup, c'était chouette. Eh ben, merci à vous. Merci Gwenno Merci à aussi, hein. toi. Merci à toi. Merci pour tout ça, les amis. Nous, on se retrouve très vite, pour un autre épisode où on va reparler de MotoGP et pourquoi pas d'endurance aussi, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming ainsi que sur YouTube. Et si vous avez envie de parler de sport moto, de MotoGP ou autre avec nous, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Discord et sur Twitter. C'était un plaisir. À très bientôt. Salut tout le monde.